Hello, hello! Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, ça fait un petit moment que pas fait de live. En fait, je crois que ça fait au moins 2 ou 3 semaines. J'ai dû sauter de lundi, je pense, mais, parce que j'étais un petit peu occupé. Et puis donc, bah, on va essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. J'ai fait un petit peu de veille ce matin pour essayer de vous parler de deux trois choses qui me semblaient être intéressantes. Et puis, bah, on va commencer maintenant. Et je voulais commencer ce jour justement par une des raisons pour laquelle j'ai pas fait de live, notamment la semaine dernière, si je me souviens bien. Oui, parce qu'il y a 10 jours, effectivement, c'était le camping des speakers. Donc le camping des speakers, qu'est-ce que c'est? C'est une conf tech, une petite conf tech. C'était la première édition qui est organisée justement dans un camping. Donc c'était plutôt assez sympathique. Je vais vous partager ça sur l'écran. Voilà, ici. Cette conf tech se passait dans le golfe du Morbihan, dans un camping à Baden. C'était vraiment très 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 sympa. Un petit camping 5 étoiles avec piscine, toboggan, tout ça, plutôt bien placé. On a eu de la chance, on a eu du beau temps et les confs étaient vraiment super. Il y avait une super ambiance. Donc c'est une toute petite conf, hein, je sais pas combien on était, peut-être genre 150 personnes peut-être. Je sais pas, les organisateurs me corrigeront si je dis des bêtises. Mais pour une première édition sur lequel il n'y a pas eu énormément de communication, de pub, etc., c'était quand même plutôt bien. Il y avait beaucoup de talks ultra intéressants. Je vous affiche un petit peu les séances. Donc plusieurs, plusieurs streams en parallèle. En général, il y en avait 4. On avait une grande salle dans laquelle accueillir les plus grosses confs, une plus petite salle qui était à un étage, et d'autres confs qui se faisaient en mode slideless, donc sans slide ou sans vraiment de support, qui étaient organisés un petit peu partout dans le camping, soit proche de la piscine, soit sur le terrain de pétanque, ce genre de choses, etc. Donc ça a eu pour effet de créer je dirais, beaucoup d'échanges entre, d'une part, les speakers et les participants, mais aussi entre tout le monde, les participants, les organisateurs, tout le monde qui était là. Il y a eu énormément d'échanges. Je pense que c'est une des choses que que je relève essentiellement de cette conf, c'est que les échanges ont été extrêmement nourris, extrêmement riches. C'était vraiment intéressant. Et donc pour ma part, j'ai donné un talk. Alors attendez que je retrouve ça quelque part par là. Euh, hop, ah, voilà, j'étais là. Donc j'ai donné une conférence qui s'appelle Ressuscitons les ordinosaures. C'était la première fois que je la donnais en présentiel, cette conf. J'avais déjà joué en distanciel. Et donc c'est une conf qui touche à tout ce qui est l'émulation, c'est-à-dire comment développer un émulateur. D'une part pour faire revivre les ordinosaures, les anciens ordinateurs, les anciennes consoles de jeux vidéo, tout ce genre de matériel, mais aussi, in fine, vers la fin de la conf, expliquer en quoi cette expérience que m'a apporté l'écriture d'émulateur m'a donné comme compétence dans le domaine professionnel et sur quoi ça a débouché, notamment l'écriture de compilateurs et de compilateurs dynamiques, ce genre de choses. Donc voilà, donc j'ai effectué ce talk il y avait quand même pas mal de gens présents, ça a beaucoup intéressé. C'est une conf qui est un petit peu technique, je dois l'avouer. Certaines personnes m'ont dit qu'effectivement c'était un petit peu technique, mais le niveau de complexité par rapport aux explications, etc., était relativement accessible. En tout cas, c'est les retours que j'ai eus de la part des participants. Donc j'ai pris énormément de plaisir à parler de ça, parce que c'est un sujet qui est quand même super intéressant et très vaste. J'ai même apporté un ZX81 de ma collection, justement aussi pour avoir un vieil dinosaure avec moi. Donc voilà, donc c'était vraiment quelque chose de très sympathique. Salut Sylvain, bienvenue sur mon live. Donc voilà, donc le camping des speakers, c'était vraiment un super événement. J'espère que l'année prochaine, il y aura une deuxième itération. En tout cas, ça a été un véritable succès pour une première, organisée dans un lieu qui est quand même atypique et qui est pas, c'est pas forcément évident à organiser, je dirais, bah, dans un camping, puisque c'est pas le genre d'endroit où qui est vraiment dédié à faire des confs, ce genre de choses. Mais bon, tout le monde s'est adapté et c'était vraiment très très bonne ambiance, bon enfant. Alors les bungalows qui étaient mis à notre disposition étaient vraiment super. On a bien mangé, les soirées étaient vraiment super sympas. Il y a même des
des sortes de mini-conférences qui se sont organisées par-ci par-là de façon impromptue, donc c'était vraiment super. Ouais, effectivement, tu as raison, Sylvain, ça donnait bien envie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient eu envie d'être là. D'ailleurs, oui, tu parles des photos. D'ailleurs, je vais pouvoir partager quelques photos, puisqu'on a recentralisé tous un petit peu. Les organisateurs nous ont demandé de recentraliser un peu toutes les photos. Donc, quand on voit les photos défiler à l'écran, etc., on voit qu'il y avait quand même une sacrée bonne ambiance. Beaucoup d'échanges. Bon, toujours les mêmes qui font les pitres, vous remarquerez. Une équipe de choc du tonnerre en termes d'organisateurs et de bénévoles. Là, vraiment un très grand bravo à eux. C'était vraiment très bien organisé. On a été cocoonés pendant 2 jours. C'était vraiment très chouette. Donc voilà. Donc je dois dire que si jamais cette conf a une deuxième édition l'année prochaine, n'hésitez pas à filer, proposer des talks ou allez-y en attendee. C'était vraiment très chouette. Une excellente idée, conf atypique dans un lieu atypique. Donc je peux vous dire que c'était vraiment une super expérience. Et donc pour ma part, c'était la première conférence que je reprenais non, la deuxième conférence que je reprenais en physique, puisque j'avais fait Devox il y a quelques semaines. Et donc c'est vraiment très agréable de pouvoir faire redonner des talks et échanger dans des lieux comme cela. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Et puis on va passer. Salut Faiwen. Faiwen qui était aussi avec nous au camping des speakers. Donc je pense qu'elle a apprécié les échanges, l'ambiance, tout ça. Voilà. Donc voilà, pour le camping des speakers, je tenais juste à faire un mot là-dessus, parce que s'il y a vraiment une deuxième itération l'année prochaine, allez-y, inscrivez-vous en tant qu'attendee ou en tant que speaker. C'est vraiment, c'est vraiment une super idée, et ça change des énormes confs dans des endroits plutôt plus traditionnels. Maintenant, je voulais passer à un deuxième sujet. Ce matin, j'ai posté sur mon compte Twitter ma petite news du matin. Et donc, je vous ai trouvé une ressource que je vous partage à l'écran tout de suite, Bash Pitfalls. Donc, c'est une liste comment je dirais, de bonnes pratiques, ou en tout cas une feuille de triche pour éviter les erreurs communes qu'on peut faire en Bash, ou de façon plus large en bound shell, en shell scripting sous Unix, Linux, etc. Ça a été pas mal relayé. Il y a beaucoup de gens qui ont liké ce tweet, etc. Et je suis tombé un petit peu par hasard sur cette ressource à la faveur d'une discussion avec d'autres techs et d'autres devs. Puisque depuis quelques temps maintenant, Bash fait l'objet, je trouve, de trolls un petit peu velus sur Twitter et sur la scène tech, comme quoi c'est has-been, que c'est naze, ceci, cela, etc. Alors oui, il y a une façon d'écrire le shell qui est quand même parfois un peu particulière, qui n'est pas forcément intuitive, notamment ceux qui sont plutôt habitués, je dirais, à des langages plus, je vais dire, comme le Go ou le Python, ce genre de choses, etc. Mais faut pas oublier que le bash et le shell, le bound shell de façon générale, c'est fait pour être utilisé donc dans un interpréteur de commandes, et a fortiori dans des scripts donc, qui permettent de scripter ces commandes de façon automatisée, et ça a quand même un usage, et là ça a l'avantage aussi d'être totalement portable. Mais il y a effectivement parfois quelques façons d'écrire le shell, et des façons qui sont plus ou moins heureuses. Et donc ce site, ce wiki, revient un peu notamment sur différentes problématiques, différentes erreurs d'écriture que l'on peut avoir, et donc explique en quoi telle ou telle écriture est mauvaise et comment y remédier. Donc j'ai trouvé le wiki plutôt bien fait. Notamment, il parle de trucs assez classiques, mais lorsqu'on est un peu débutant, qu'on n'est pas aguerri au shell, par exemple, le fait de dire, bon bah voilà, par exemple, je cherche à copier ou à supprimer un fichier qui a dans son nom, au début de son nom, 2 tirets, bah j'y arrive pas parce qu'ils font ça comme une option. Bah, le fait, c'est de dire, voilà, une des solutions, par exemple, là que je mets à l'écran, c'est d'insérer tiret avant la liste des fichiers. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais ça permet voilà, de enseigner aux gens qui ne le savent pas. Donc voilà, donc il y a plein de petits trucs, plein de petits tricks qui sont expliqués sur ce wiki. Je trouve ça vraiment assez chouette.
Alors, c'est pas la seule ressource qui est disponible sur Internet, hein, il y en a plein d'autres qui sont disponibles. Et pourquoi j'ai reposté aussi ce lien? Parce que, oui, comme je le disais, j'ai échangé avec des gens sur le chat, etc. Et ça me permet de rebondir sur un article qu'avait écrit Mathieu Corbin, je ne sais pas si vous le suivez sur Twitter, qui lui est plutôt, je dirais, anti-bash, de façon générale, si je peux le qualifier comme ça. Je pense qu'il déteste ce langage, en tout cas c'est ma lecture des choses. Et il avait écrit un article sur le sujet, voilà, qui s'appelle 2022, Bash n'est toujours pas une bonne idée pour de l'administration système. Il avait écrit un premier article, je crois, fin 2021. Voilà, c'est ça. Trop de shell pour l'administration système, une mauvaise idée. Donc, il a écrit deux articles. Alors, Mathieu a un très bon blog technique sur lequel il écrit très régulièrement. Il a écrit ce premier article fin 2020, voilà, par rapport au shell. Il explique pourquoi lui, il ne veut pas utiliser shell, mais il préfère plutôt, par exemple, utiliser du Go ou d'autres technos, ce genre de choses. Et, donc, très régulièrement, c'est un sujet qui revient sur Twitter, sur le fait que le shell, c'est pas super adapté, c'est vieux, il y a vachement des langages qui font vachement mieux que tout ça, etc. Et j'en suis venu à la réflexion, là, il y a pas longtemps, en me disant, mais en fait, lorsque les gens travaillent sous un terminal, un Linux, un BSD, que sais-je encore, etc., vous savez que vous pouvez choisir, par exemple, vous pouvez choisir votre interpréteur de commande. Et cet interpréteur de commande, bah, ça peut être du bash, bash, donc je le rappelle, étant l'implémentation GNU du board shell, qui est le board shell qui est SH, en termes de standard Unix ou POSIX. Il y a effectivement, bah tiens, comme tu le mets, Sylvain, il y a OMyZSH, donc il y a du ZSH et du CSH, enfin il y a plein d'interpréteurs de commandes qui existent. Et des fois, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais moi je préfère utiliser Python, patati patata. Mais en fait, vous pouvez aussi utiliser Python, voire même PHP comme interpréteur de commande. Voilà, ça marche, il suffit d'aller modifier votre /etc password en disant que votre interpréteur de commande c'est /usr bin Python, par exemple, Python 3, et boum, vous avez votre interpréteur Python. Mais en fait, ce que je constate, c'est que très très peu de gens finalement changent l'interpréteur de commande de leur environnement technique. Goose, là, ici présent, Sylvain utilise ZSH, mais au final, il y a plein de gens qui ne changent pas leur interpréteur de commande, et je me pose la question de pourquoi. Par exemple, comme je le disais, on peut utiliser du Python, on peut utiliser plein de choses, il y a plein d'interpréteurs de commande qui existent, et j'ai le sentiment que souvent l'interpréteur de commande reste très souvent par défaut sur la configuration des Ubuntu et autres distributions Linux que les gens installent. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, donc ça me permettrait de rebondir sur l'article qui est très bien écrit, hein, de Mathieu. Pour le coup, je partage pas complètement le fond de ce qu'il dit, mais après c'est des approches, on a des approches très différentes, une approche très très focusée, comment je dirais, grand système industriel, etc., etc. Moi, j'utilise énormément le shell script. Je développe beaucoup d'outils, notamment, vous le savez peut-être, pour Proxmox VE, j'ai développé un certain nombre d'outils qui sont tous implémentés en shell, et ça fonctionne très bien. Par contre, effectivement, comme tout langage de programmation, parce qu'on peut considérer que c'est un langage de programmation, bah, il y a des bonnes pratiques à respecter, et il y a aussi, on peut quasiment tout faire en shell. Alors effectivement, ce ne sera pas de façon la plus performante ou parfois la plus pratique, mais on peut quasiment tout faire. Et pour faire, je dirais, des programmes de complexité pas trop élevée à moyenne, ça va très bien. Par contre, dès lors où on commence à vouloir manipuler, je sais pas, des tableaux, des itérateurs, des machins, etc., etc., donc rentrer plutôt dans des langages un peu plus évolués, oui, évidemment, on va aller chercher du Python, du Go, ou que sais-je encore, ou n'importe quel autre langage de plus haut niveau. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on rentre dans l'implémentation d'un outil qui devient un peu plus touffu, ouais, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Donc, ouais, Thierry, tu as raison. Il y a Xanche, je sais pas comment on dit, pour mélanger Bash et Python. Ouais, il existe plein d'outils d'interpréteurs de commandes, certains qui sont parfois un peu exotiques, parfois qui mélangent un peu les deux. Effectivement, c'est le cas. Donc, il y en a un peu, il y en a un peu pour tout le monde. Malgré tout, je pense que aujourd'hui, même en 2022, le shell script traditionnel Unix, pour ne pas parler de Bash, mais pour parler de shell standard, a toujours de l'usage et permet de faire énormément de choses, et des choses qui ne sont pas nécessairement jetables. Parce que en plus, elles sont portables. Vous passez d'un bash à un dash, à un sh, si vous écrivez ça de façon portable, que vous soyez sous Linux, FreeBSD, ou voire même si vous aviez des vieilles machines Solaris à la cave sur laquelle vous voulez porter un script, bah, ça marche toujours aujourd'hui en 2022.
Donc voilà, bon, le tout c'est toujours de mettre le curseur au bon endroit. Pour les liens, évidemment, je ferai comme d'habitude, je les mettrai sur le replay sur YouTube et je vous mettrai les liens des articles de Mathieu, que je salue au passage d'ailleurs. Sur le sujet suivant, je voulais vous parler donc de petits outils et j'ai découvert un petit outil là, assez récemment qui s'appelle Curtail, que je vous partage là tout de suite sur l'écran de gauche. Alors, Curtail, c'est un outil graphique qui vous permet de pouvoir comprimer ou recomprimer des images. Parfois, vous pouvez avoir, par exemple, quand vous faites des captures d'écran, vous vous retrouvez avec un PNG énorme ou un JPEG assez énorme, enfin qui pèse assez lourd. Ou parfois, vous avez une liste d'images qui pèsent assez lourd où vous souhaiteriez les recomprimer en masse, soit dans le même format, soit dans un format différent. Et en fait, Curtail est là pour ça. C'est un petit utilitaire qui est très simple, qui vous permet de prendre un ou plusieurs fichiers et de les recomprimer à la volée. Donc ce qu'il va faire, il est basé sur une bibliothèque qui s'appelle JPEG-Optime notamment, et OptiPNG, donc qui sont des bibliothèques qui permettent d'analyser et de trouver le meilleur taux de compression et de, je dirais, réorganiser les données de telle manière d'avoir un taux de compression qui soit meilleur que celui qui est appliqué par défaut par la plupart des outils, par exemple de capture d'écran ou de dessin ou ce genre de choses. Donc c'est plutôt pas mal. Je peux vous faire une petite démonstration de l'outil très rapidement. On va aller l'installer. Alors, donnez-moi un instant. Voilà, gestionnaire de logiciels. Je vais lancer ça, si ça se lance. Je ne sais pas où il est. Ah si, hop, petite erreur de manip. Voilà. Donc mon gestionnaire de logiciels, où qu'il est? Il est là. Voilà. Donc, on va chercher Curtail. Curtail, ici. Alors, le voici. Hop. Donc, ce logiciel est disponible bien sûr sous forme de code source, mais vous pouvez l'avoir aussi de façon portable sous forme de package Flatpak. Donc, Flatpak, hein, qui est une sorte de distribution d'un exécutable qui amène toutes ses dépendances et tout dans un seul exécutable. Ça a l'avantage d'être totalement portable. Donc, je vais vous faire l'installation très rapidement. Hop, il me dit qu'il faut installer telle dépendance. Voilà, c'est rapide. Et donc je lance Curtail et voici l'interface graphique de Curtail. Je vais aller me chercher un petit navigateur de fichiers. Zoom. Alors, attendez, ça va être plus simple de faire comme ça. Voilà. Donc je vais aller, par exemple j'ai un dossier dans lequel je récupère pas mal d'images Unsplash. Donc soit vous faites directement par courrier fichier, vous allez sélectionner vos fichiers, soit vous faites un bête glisser-déplacer. Et donc ce que vous pouvez choisir, c'est que donc il supporte le JPEG, le PNG et le WebP, et vous pouvez dire si ce que vous réencodez, vous l'encodez en sans perte ou avec perte. Donc il vous suffit pour ça de cliquer sur la petite case ici d'options. Et tous les fichiers qui seront sauvegardés ne seront pas, donc ils ne viendront pas écraser les anciens fichiers, mais il viendra rajouter un petit suffixe "-min" pour dire que le fichier était entre guillemets minifié. Et donc c'est quand même assez pratique. On va prendre cette première image. Hop. Donc ça prend un petit peu de temps, parce qu'effectivement les bibliothèques OptiPNG, tout ça, etc., va essayer de déterminer quel est le meilleur taux de compression, etc., etc. Et là, par exemple, sur cette image, j'ai gagné 3,88%. Donc ce que je peux faire, on peut faire aussi sélectionner un certain nombre d'images en groupe, les amener là-dedans, et donc il va tout faire directement en parallèle et donc nous recomprimer toutes les images. Donc là, on n'a pas un énorme gain parce que effectivement, on est sur du JPEG qui est déjà pas mal comprimé, mais sur des images qui sont de type PNG, voilà, un petit peu encodées de base, souvent on peut avoir des gains qui peuvent être assez importants, de 10, 15, 20, 30%. Donc c'est plutôt pas mal, et notamment quand on a envie de rencoder tout un dossier comme ça, tout un paquet d'images pour essayer de gagner un peu, notamment avant de faire un point zip et l'envoyer à quelqu'un, c'est quand même super pratique. Donc je sais pas si c'est un outil qui peut vous être utile pour vous, mais alors est-ce que c'est un successeur à Pengotlet? C'est possible, je connais pas Pengotlet.
Je connaissais d'autres outils, les noms m'échappent, qui faisaient à peu près la même chose. Là, cet outil, je l'ai découvert, j'ai trouvé plutôt pas mal parce qu'il est vraiment très simple. L'interface fenêtre unique, on fait glisser, déposer. Alors évidemment, je ne vous ai pas montré, il y a effectivement des préférences ici que vous pouvez avoir. Vous pouvez choisir de garder ou pas les métadonnées. Si vous avez des métadonnées de type EXIF dans les fichiers, vous pouvez dire bah, je strip en plus les métadonnées. Ça peut être pratique lorsqu'on veut anonymiser un petit peu plus tout ça. On peut préserver des attributs de fichiers ou pas. Voilà. On peut changer le type de suffixe évidemment. Et on peut jouer sur les taux de compression. On peut dire voilà, si on comprime en PNG avec perte, on veut comprimer avec un taux de 90 ou pas. Pareil pour les JPEG, pareil pour les WebP. On peut globalement choisir à peu près tous les petits facteurs qui vont jouer sur le taux de compression, notamment le niveau de compression sans perdre du PNG. Par exemple, on peut monter jusqu'à 7, 8, 9. Donc évidemment, et ce qu'il dit, c'est bah, plus c'est haut, plus c'est lent, mais plus on va gagner. Voilà. Donc je trouve l'outil qui est très simple à prendre en main, facile à installer, portable, et puis il peut être d'une grande aide quand justement les gens ne sont pas adeptes de la ligne de commande, par exemple avec ImageMagick. Parce qu'avec ImageMagick, une simple itération dans un répertoire, justement en shell, et en disant à ImageMagick, bah vas-y, réencode-moi tout ça à tel niveau de compression, ça va très vite. Mais c'est potentiellement un peu moins user-friendly. Voilà pour cet outil que je voulais vous partager, que je trouve plutôt pas mal. Ça peut rendre de fiers services, je pense, pour réencoder, surtout quand il y a des rencodages en masse d'images. La petite news suivante, c'est j'ai trouvé aussi un autre utilitaire que je trouve plutôt sympa, que je vous partage à l'écran, donc qui s'appelle TIMG. Donc c'est Terminal Image and Video Viewer, qui permet de, bah, comme son nom l'indique, d'afficher des images ou des vidéos directement dans le terminal. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous connaissiez déjà l'outil qui s'appelle CatIMG, qui fait à peu près la même chose, mais qui était très simple, hein, qui prend le nom d'une image et qui l'affiche dans le terminal. TIMG, il a l'avantage d'être un peu plus complet, parce qu'on peut donner plus ou moins la taille à laquelle on veut afficher l'image, la réduire, la présenter sous forme d'une, deux ou trois colonnes, enfin ce genre de choses, etc. Donc c'est un utilitaire qui marche pas mal. Bah, on va se faire la petite démo là. Hop, je vais prendre ça, je vais ouvrir ça, on va faire, c'est des projets TMP, alors on va faire Git clone. Voilà, c'est des TIMG. Alors il y a un certain nombre de petites dépendances, donc c'est un outil qui est écrit en C++, donc pour le compiler c'est assez simple. Il y a quelques dépendances qui sont nécessaires, que j'ai déjà préparées là, voilà, donc libTurboJPEG, libAVUtil, libSoftwareScale, etc. etc. Donc il y a quelques dépendances installées, donc on va faire ./timg.sh, voilà. Ça, on va déjà installer les dépendances, ça devrait aller vite. Allez. Voilà, donc et en termes de dépendance de build, bah, il suffit d'installer son compilateur C++, etc. Donc sous une Debian ou équivalente, il suffit de dire simplement apt-get install build essential, et puis il faut installer CMake parce que c'est basé sur CMake. Donc on va créer un répertoire build, on va se mettre dedans, on va faire CMake point. Voilà, normalement il devrait tout configurer. Voilà, make-j9. Il n'y a pas beaucoup de code, donc ça va assez vite à compiler. Et voilà. Et donc je me retrouve avec dans le répertoire src l'exécutable TIMG. Et donc TIMG, tout simplement, bah, il suffit de lui donner par exemple le nom d'une image, ~image. On va aller prendre un splash, on va prendre la première. Voilà, et donc ça va prendre les caractéristiques du terminal et essayer de trouver la meilleure façon d'afficher l'image dans le terminal, donc en utilisant finalement quelque part les codes étendus, des terminaux et couleurs, etc. Donc on peut aussi afficher, dire je vais afficher toutes les images qui sont dans un répertoire. Voilà, là il les affiche les unes à la suite des autres. Et donc comme on peut lui dire, tiens, je ne veux pas les afficher les unes à la suite des autres, mais je vais les afficher sous forme de grille par exemple,
je crois que c'est -grid, me semble-t-il. Grid égale 3. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, et donc là, je lui dis d'afficher toutes les images sous forme d'une liste en gris, voilà, de trois colonnes. Voilà, donc l'utilitaire est aussi pas mal parce que pour les aficionados comme moi, je dirais du terminal, qui est tout le temps dans un terminal, bah, des fois c'est chiant. Bah, alors on peut afficher des images, il suffit de lancer votre éditeur d'images, enfin votre afficheur d'images favori avec le nom du JPEG, mais des fois simplement le fait de se dire je veux juste un preview dans le terminal, c'est très rapide. Donc c'est un équivalent à 4 IMG, mais un peu plus poussé. Donc c'est assez pratique de se dire bah tiens j'ai une image, je reste dans mon terminal. Là, je fais TIMG, le nom de mon image, et j'ai déjà un preview de le terminal sans avoir une autre fenêtre qui s'ouvre, etc. Donc on reste dans notre environnement de travail sans quitter. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous être utile, mais je voulais vous partager ça, parce que je trouve ça quand même plutôt sympa. Ensuite, bah, globalement, la dernière news du jour que je voulais vous partager, c'est qu'il y a, je sais plus, 2-3 jours, je sais plus, il y a Manjaro 21.3 qui est sorti. Manjaro, je le rappelle, c'est une distribution Linux qui est basée sur Arch Linux. Et donc à ce titre, c'est une distribution qui est en mode rolling release. Donc ça veut dire qu'elle se met à jour en permanence, comme d'autres distributions de ce type. On pourrait citer par exemple Gentoo ou ce genre de choses. Et donc qu'apporte la 21.3? Bah, en fait, pour une rolling release, de se dire c'est quoi, quel sens ça a d'avoir un numéro de version? En fait, c'est le numéro de version qui permet de dire à partir de tel point on utilise telle ou telle version de l'environnement graphique, etc. C'est surtout pour pouvoir générer un installeur. Et donc l'installeur vient de passer en version 21.3. Et donc qui apporte globalement GNOME 42.2, le kernel LTS et le desktop Plasma K2 Plasma 5.20, je sais plus combien, je crois, 5.23. Voilà. Donc c'est une distribution Linux, alors que moi j'utilise pas particulièrement souvent, voire même jamais, mais elle est plutôt pas mal. Et si ça vous dit, on va pouvoir faire une petite démonstration de la distribution, donc de son installation notamment. Et donc j'ai préparé une petite machine virtuelle vierge sur mon cluster de virtualisation, sur un de mes nœuds. Et donc c'est tout bête, hein, c'est un PC avec 4 Go de RAM, 4 CPU, un disque de 48 Go, enfin bref, juste de quoi installer Manjaro. Et donc on va aller lancer ça tout de suite. Allez, on va démarrer. Voilà. Et donc, on arrive donc sur le prompt au niveau du boot. Donc, première chose qu'on peut faire déjà sur l'installeur, on peut changer, sélectionner déjà certains paramètres. Donc là, je vais dire qu'on est en Europe, Paris, sur la time zone. Je vais changer la key table. On va dire qu'on est en France, ce sera plus pratique. La langue, c'est le français et c'est FRFR. Alors, donc on est Europe Paris, TZ Europe Paris, Keytable FR, langue FRFR. Et après, on peut booter soit sur une version donc, qui n'active que les drivers open source, par exemple notamment si vous êtes sur des cartes graphiques Nvidia, etc. Ou vous pouvez booter sur une version qui propose déjà des drivers propriétaires. Donc là, je suis dans une VM, on va booter sur la version dite open source. Et on va arriver sur l'environnement live qui va permettre de pouvoir tester la distribution sans rien installer. Et ensuite, on va pouvoir installer la distribution elle-même sur le disque virtuel de la machine. Alors, donc là, j'ai téléchargé la version GNOME, donc évidemment, version GNOME 42. J'aurais pu télécharger une version qui soit KDE, ou je crois qu'il y a XFCE, me semble-t-il, de mémoire. On va juste afficher ça à l'écran. Alors, ouais, c'est ça. Donc vous avez le choix entre un desktop Plasma, donc KDE, un desktop XFCE et un desktop GNOME. Voilà. Donc je vais revenir sur ma VM. Et donc là, ici, on peut directement tester en mode live. Ça n'a rien d'extraordinaire pour vous qui êtes sûrement déjà habitué à ça. Donc ça permet de se faire une idée, de prendre en main sans rien installer, sans aller péter son PC. Et on peut aller directement installer donc la Manjaro.
Donc il nous propose, est-ce qu'on veut être en français? Oui. Alors, Europe Paris, oui. Le clavier, il est déjà présélectionné comme il faut. Donc il me dit, sur le disque dur installé, donc effacer le disque. Alors je peux faire un partitionnement manuel, enfin à l'instar des Ubuntu, Linux Mint, etc. Rien d'extraordinaire aussi. On retrouve la possibilité de chiffrer le système, éventuellement. Donc il va nous demander une clé de chiffrement et tout ça. Donc là je vais juste rester sur l'option effacer le disque. Voilà, je vais donner un nom. Allez, je vais appeler mon utilisateur système administrator. Sysadmin. Le nom de l'ordinateur, je vais lui donner le nom de la VM. Voilà. Alors il nous demande un mot de passe du compte administrateur. Donc le compte route, j'imagine. Voilà. On fait suivant. Il nous récapitule un petit peu tout ce qu'on fait. Et c'est parti pour l'installation. Allez, c'est parti. Donc l'installeur, comme vous le voyez, est quand même relativement simple à prendre en main. J'ai envie de dire, c'est assez classique maintenant pour toutes les distributions Linux. Hein. Bon, globalement, quand on en a vu une, l'installeur d'une distribution Linux, globalement, toutes les autres font à peu près pareil. C'est juste, je dirais, la forme qui change un petit peu. Et donc, il n'y a plus qu'à installer. Je vous demande juste de patienter quelques instants. Alors, je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Manjaro dans le chat. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes utilisateur ici présent ou pas? Manifestez-vous. S'il y en a qui ont de l'expérience sur cette distribution, j'aimerais bien avoir votre feedback. Bon, alors le fait déjà qu'elle soit basée sur Arc, bah, on peut dire quand même c'est une distribution qui est quand même assez mature, je dirais, qui est basée donc sur le gestionnaire de paquets Pacman, donc qui propose un grand nombre de paquets et de logiciels disponibles. Je pense que ça en fait, par rapport à une Ubuntu Linux Mint, ça en fait aussi une distribution de choix pour les développeurs, parce qu'elle est elle est quand même très très orientée euh, vers des gens qui sont assez techniques, je pense. Enfin, je parle de Arc, hein, et c'est d'ailleurs pour ça que Manjaro existe, pour avoir un layer, je dirais, peut-être un peu plus user-friendly, clé en main pour des utilisateurs un peu moins techniques. Donc je pense que Manjaro essaye d'allier un petit peu ces deux mondes, d'avoir quelque chose, une interface qui soit facile à prendre en main, un peu léchée, etc. Et garder toute la partie un peu technique d'Arc Linux, qui est quand même une distribution assez souple. Et donc, alors du coup, il y en a qui me disent... alors Titi, tu me dis sur un ancien Chromebook et sur ton DevTerm, ok. Autrement dit, pas un grand retour, ok. Et donc, là, on dit aussi sur mon Pinebook Pro avec Sway, ok. Quand je connais 2-3 personnes qui utilisent Arc, mais qui n'utilisent pas Manjaro directement. Je suis peut-être tombé déjà sur une ou deux personnes qui utilisaient, enfin 2-3 connaisseurs comme ça qui utilisaient Manjaro, donc qui semblait extrêmement satisfait de la distribution. Je pense que c'est une solution pareil qui est à surveiller. On voit que Manjaro revient très 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 régulièrement dans différents articles ou dans différentes conversations à droite à gauche de gens qui se disent bah, ça commence à être une distribution de choix par rapport, bah, je dirais, à Ubuntu qui cannibalise, on va dire, une grosse partie du marché. Et parfois pas pour de bonnes raisons, je pense. Moi, je suis pas très fan d'Ubuntu. J'ai été utilisateur d'Ubuntu pendant plusieurs années. Et puis, dès lors où ils ont commencé à changer leur desktop, à passer un petit peu en mode à la Mac, à la macOS, etc. Et ça, là, ils m'ont un peu perdu parce que pour moi, le look and feel n'est pas du tout adapté à mon besoin. Donc, je suis passé du coup après donc sous Linux Mint, que j'utilise maintenant depuis plusieurs années. J'ai aussi des Gentoo pendant longtemps. Donc moi globalement je tourne essentiellement avec de la Linux Mint et de la Debian. Voilà, je reste fondamentalement attaché à Debian et Linux Mint. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'environnements de bureau qui sont disponibles. Moi j'utilise l'environnement de bureau Mate, donc qui, je le rappelle, est un fork de GNOME 2 quand GNOME 3 est arrivé, que GNOME 2 était abandonné. Moi, c'est un environnement de bureau qui est extrêmement simple, donc qui me convient très bien. J'aime pas trop tout ce qui est fioriture, etc. GNOME 3
Et GNOME 42 par exemple, avec son shell, etc., c'est super bien, etc. Mais pareil, c'est pas trop adapté à mon besoin. Bon, c'est plus une utilisation un peu clicodrome. Moi j'utilise plutôt des distributions où finalement, quand j'arrive sous mon environnement maté, la première chose que je fais, c'est j'ouvre mon navigateur, j'ouvre des terminaux et c'est tout. Donc ça correspond très très bien à mon besoin. Mais bon, c'est aussi une des forces du monde du logiciel libre, c'est qu'on peut choisir assez facilement sa distribution, son environnement de bureau, et à la rigueur, j'ai envie de dire, quel que soit son usage. Donc on est presque à la fin de l'installation. Donc c'est quand même relativement rapide. Alors c'est pas méga rapide sur cette machine virtuelle parce que mon nœud Proxmox est un petit peu utilisé, donc il partage les ressources avec le reste. Mais voilà, on arrive. Installation du bootloader, on y est presque. Encore une petite seconde et on va pouvoir redémarrer. Bon, vous voyez que l'installation au final est quand même relativement simple. Je pense que n'importe qui est capable d'installer cette distribution sur son PC, sur son laptop, sans trop de difficultés. Je pense qu'à mon avis, la plus grosse des difficultés, c'est presque de se dire je vais flasher une clé USB avec une image ISO, bon, sachant qu'il existe plein d'utilitaires pour les non-tech pour le faire, Rufus et tant d'autres. Pour ceux qui sont un peu tech, un simple DD de l'image ISO vers le périphérique de la clé USB, /dev/sd quelque chose. Hop, vous flashez votre clé USB, vous redémarrez votre PC dessus, et effectivement, si vous avez déjà un Windows ou autre chose d'installé dessus, il vous proposera à l'installation de repartitionner éventuellement le disque pour pouvoir installer Manjaro en dual boot. Voilà, Miss Post Install Configuration, et on y est presque, on y est presque. Ça, c'est le problème des démos en live, c'est que des fois, on ne maîtrise pas tout à fait le temps. Donc je meuble, vous voyez bien. J'espère que vous ne vous êtes pas endormi. Alors, tu crois aussi qu'il y a un EndeavourOS qui va faire un peu comme Manjaro? Ouais, tout à fait. Ouais, il y a un EndeavourOS aussi qui commence à prendre le pas et faire comme Manjaro. Et par contre, Endeavour va aussi vers un look and feel, me semble-t-il, assez macOS X, je pense. Il y a pas mal de distributions qui se lancent. J'en ai parlé pas plusieurs fois de distributions comme ça dans mes tweets, mes petits tweets du matin. Mais comme quoi, effectivement, quand on me dit Linux c'est pas prêt pour le desktop, enfin Linux ou même d'autres distributions type BSD, ça me fait un peu doucement sourire parce que au final, il n'y a que l'embarras du choix et honnêtement, ces environnements graphiques n'ont pas grand chose à envier soit à Mac OS X ou Windows. Voilà. Enfin, c'est mon sentiment. Donc je me log et nous voici donc sur une belle Manjaro toute fraîchement installée. Voilà, donc l'installation est quand même simple, donc on retrouve comme pour le lancement live, il nous dit hop, on a un écran d'accueil, c'est là que ça se passe, je sais pas où on clique. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire quelque chose de mal. Ça c'est l'effet démo, l'effet Bonaldi. Voilà. Voilà. Donc là, on a un écran d'accueil, donc on peut choisir de désactiver ou pas au démarrage, et puis qui va nous amener directement sur des choses intéressantes. Je pense que c'est très enfin, Linux Mint fait ça aussi, beaucoup de distributions le font, ce qui permet de se dire sur quelle version je suis, je vais aller installer des logiciels, je peux aller accéder au wiki, tout ça, etc., etc. Donc ça c'est plutôt, je pense, sympathique. Donc comme on est sous GNOME, en haut on va retrouver toute la partie connectivité. Donc là je suis connecté donc, à un réseau filaire. On peut choisir si on veut basculer en mode d'énergie ou rester en consommation CPU normale. Alors là on a accès aux paramètres. Ça, j'aime toujours bien aller voir les gestionnaires de paramètres. Donc du coup on se retrouve avec un peu comme Mac, j'ai envie de dire, quelque chose avec les sections réseau, Bluetooth, apparence, notification, etc., etc. Donc on peut aller voir, faire joujou avec je sais pas, son clavier, ses imprimantes, gestionnaire d'énergie, etc. Enfin tout est configurable en quelques clics a priori. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là, et même la gestion de la couleur, ça c'est pas mal pour ceux qui sont graphistes comme moi aussi, qui veulent calibrer leur écran avec une sonde. Donc GNOME le prend en charge par défaut. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis on peut aller faire joujou avec les applications, se dire tiens je vais aller installer des applications. Donc là-dessus, bon, c'est pareil, il n'y a rien
Il n'y a rien d'extraordinaire, mais en tout cas, tout est concentré au même endroit, donc c'est plutôt simple d'accès, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc je vais pas faire durer plus longtemps parce on a déjà consommé pas mal de temps avec cette installation. Mais merci en tout cas d'avoir participé à ce live aujourd'hui. J'espère que ce que je vous ai montré vous donnera peut-être des idées. En tout cas, n'hésitez pas à partager. Et puis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce... D'accord, j'ai du spam dans le chat là. Donc je vous dis donc à la semaine prochaine. Et puis je pense que je sais pas si Thierry fait son live juste derrière, donc je vous invite à aller sur le live de Titi Moby. Et puis je lui cède la place et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.